Bonjour à tous, bon début d'après-midi tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Nous, on va y être avec l'équipe. Fred Bastien ici. Bonjour Isabelle. Salut Fred. Florence Lamoureux. On va être avec vous jusqu'à 15h. D'entrée de jeu, là, j'ai envie de me laisser aller, les amis, parce que je reviens un peu excitée du centre-ville de Montréal. Pour ceux qui connaissent cette ville et qui y vont encore, nous sommes quand même nombreux parce que, au vu et au su du trafic, depuis cette semaine, c'est reparti. Oui. Je sais plus à quelle heure va falloir que je parte le matin pour aller venir faire mon commentaire à l'émission de Mario Dumont, et ensuite aller à LCN avec l'équipe du Québec Matin, parce que je vous jure, tous les matins, mon Waze me rajoute des minutes. La circulation, c'est fou. Mais je dois vous dire que là, je suis un peu frustrée parce que c'est plus possible de se garer à Montréal. On est-tu d'accord? Ce n'est plus possible de se garer dans cette ville. Et ceux qui disent, mais non, on ne mène pas une lutte contre la voiture, moi, je suis tout à fait partisane des pistes cyclables. Je pense que la ville doit aussi être d'abord et avant tout aux piétons, et il faut y faire attention. Mais il y a des autos en ville. Puis pour le moment, on est encore dans notre char. Il y a des commerces aussi qui dépendent des gens qui viennent en voiture faire leurs courses. Moi, cet après-midi, je vous raconte vite, j'aidais ma fille à déménager ce matin parce qu'elle a ouvert une boutique éphémère. Ça aurait pu être plus long, remarquez. C'est un espèce de test, un magasin au coin de Sherbrooke-Est et Saint-Denis. Donc, vous voyez le quadrilatère tout près de l'Université du Québec à Montréal, métro Sherbrooke, un quadrilatère, vraiment un carrefour très passant, là. Depuis à peu près 4-5 jours, impossible de se garer d'un coin de rue à l'autre, bord en bord de la rue, c'est marqué place réservée. J'ai filmé tout à l'heure parce que je n'en revenais pas. Où voulez-vous qu'on mette nos voitures? Évidemment, après, on va s'étonner que les commerçants ferment leurs portes. J'écoutais à l'émission de mon collègue du Trisac cette semaine, il y avait un commerçant qui disait, il y avait un petit café garage, qui disait qu'il n'y arrivait plus, il perdait 10 000 $ par semaine parce que les gens sont pas capables de se garer. Il y a des travaux sans fin depuis des semaines, pour pas dire des mois. Regardez ça, là, si vous nous regardez à Cube Télé. Regardez ça. Pas un maudit chat qui peut se garer. Là, il y a un vélo à côté contre le parcomètre où c'est marqué « Interdiction, place réservée ». Mais place réservée pour qui, les amis? Regardez ça, là. Toutes ces belles places. Ça devrait être vibrant d'activités, de gens, de piétons, de cyclistes et d'automobilistes. Voyez-vous, moi, je suis pour la cohabitation. Et regardez ce qui arrive quand on dit, ben là, pas le choix. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai pas un hélicoptère, je suis pas capable de me télétransporter. Faut que tu déménages. Qu'est-ce qui arrive? Ah non! Contravention. Pourquoi? Parce que, puis là, attendez, je vous ai pas raconté. Là, il y a les autobus là-dedans. Transport en commun, c'est important quand même. Ça, c'est un fait. Tout à fait d'accord avec ça. De 3h30 à 5h30, tu peux pas être garé. Écoute, on y était, là, 10 minutes avant l'interdiction. Et 10 minutes après, pardon, l'interdiction. Il y a même un policier qui est venu tout à l'heure où j'ai dit, là, donnez-moi une chance, s'il vous plaît. Là. On termine le déménagement. Il a dit, non, je viens juste voir, elle a besoin d'aide. Un bon policier, là. J'ai montré la contravention. Il n'en revenait pas lui-même. Tu sais, puis tu te dis, on fait-tu exprès de faire suer le monde? Moi, ça me dépasse. Alors voilà, je suis sûre que vous êtes nombreux à avoir ce genre d'expérience et j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Oui, et pour ça, c'est le 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Partagez-vous l'indignation d'Isabelle. On a aussi des gros sujets là, dans l'émission aujourd'hui, alors continuez de nous écrire tout au long de l'émission. C'est le même numéro pour appeler aussi, 187 Cube Radio. Daniel Pellerin là, qui partage ton indignation de Québec, il dit c'est tellement ridicule ces histoires d'écœurer les automobilistes, comme s'il fallait faire disparaître les autos. Il ajoute, tu sais, puis il y a un bon 4F là. Donc, on sent vraiment que ça Daniel finit par un cas, genre? Oui, c'est ça. Voilà. Je serais content. Je ne sais pas si mon invité, qui habite Montréal, qui est député de Saint-Laurent pour le Parti libéral du Québec, qui est d'ailleurs chef de l'opposition depuis peu, Marois Risky, est avec moi. Merci, Marois, d'être là. Merci beaucoup, Je te voyais chef un parlementaire. peu... Chef parlementaire, voilà. Annoncé par le nouveau chef Pablo Rodriguez, que tu as d'ailleurs supporté pendant sa campagne. On y reviendra de tous ces sujets, mais je vais t'entendre là, sur ma petite sortie, là. Je te voyais sourire du coin de l'œil, là. Parce que pendant plusieurs années, j'ai partagé la même frustration que tu partages ce matin avec nous. Mais moi, aujourd'hui, j'ai abandonné.
C'est vrai? J'ai ma carte au plus. Coudon, tu as déménagé? Ah, Oui, parce que j'ai déménagé dans le comté de mon mari, de Jacques-Cartier. Ouais. Mais partir de Beaconsfield pour arriver au centre-ville ou aller à Saint-Laurent me prenait plus de temps que de prendre l'autobus, la 405, tout simplement. Tant qu'à être 1 heure de temps littéralement prise dans le trafic, parce que il y a toujours sur la 20, peu importe la journée, peu importe l'heure, je l'ai testé, il y a toujours du trafic. Exact. Puis moi, j'ai pas de patience dans la vie. Et si je suis prise dans le trafic, c'est-à-dire que je ne peux pas texter, je ne peux pas te communiquer. Ben non. Et je dois avouer, je suis une accro de mon cellulaire. Donc, je me suis dit, Marois, gère tes frustrations, prends ta carte opus, reviens comme quand tu étais étudiante. Maintenant, je ne prends que le transport en commun. Et de temps en temps, le taxi, comme tantôt, je suis partie de Place Ville-Marie pour arriver ici en studio. J'ai pris le taxi tout simplement. Mais j'ai mieux géré comme ça ma frustration. Puis, ça me permet de lire. Puis, d'avoir du temps de qualité parce que de toute façon, je serai prise dans le trafic. C'est mon constat. Mais moi, je suis très mal desservie. Il faudrait que je prenne le REM. Il faudrait que je prenne un autobus qui m'amène au REM. Le REM, il fonctionne 1 fois sur 2. Mettons que je suis pas fine, je vais dire 1 fois sur 3. Là. Bon. Puis après ça, que je me rende au centre-ville, Place Bonaventure, puis que là... Je sais. J'ai déjà marché de Place Bonaventure à l'ancien studio de Cube. Ça se faisait plutôt bien. Mais Berry, ici, là, Frontenac... Je pense pas. Du matin, on se lève tôt. Les travailleurs se lèvent tôt. Moi, je me lève à 6 heures tous les matins, puis je suis déjà réveillée à 5h30, puis j'écoute ce qui se passe déjà. Je pense qu'il y a déjà du trafic très tôt. Je suis contente de le prendre parce que je les vois justement, les travailleurs. Oui. Puis hier, c'était particulièrement chaud dans l'autobus, puis il y en a un qui n'a pas passé, donc on était assez en sardine, je vais le dire ainsi. Mais pour les travailleurs, c'est vraiment compliqué parce que moi, le 1 heure, j'en profite pour faire autre chose et j'ai beaucoup de lectures à faire en politique, là, on va se le dire. Mais eux autres, là, ils veulent juste rentrer à la maison, ils ont les enfants qui les attendent. La journée n'est pas terminée parce qu'on a terminé de travailler. Là. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de gestion de prendre le transport en commun et il faut être bien desservi. Moi, j'ai la chance d'avoir une ligne au coin de ma rue. Donc, je peux apprendre, mais si j'en manque, j'en ai pour 1 demi-heure avant que le prochain passe. Ça, c'est un problème. Là. Oui. Parce qu'on s'entend qu'on est pour les transports en commun. Oui. C'est même plus d'être pour ou contre. C'est une évidence que ça peut certainement, surtout en ville, aider à la fluidité des transports. Puis je pense qu'on en est là, même d'un point de vue climatique. On veut tous contribuer là, à être moins dépendants de l'essence. Mais pour le moment, on a encore des véhicules. Mais pas juste pour nous, mais nous, on est en bonne santé. Ouais. Tantôt, vous disiez, moi, j'ai marché, mais pour ceux qui sont en mobilité réduite, ils ont vraiment besoin d'un véhicule adapté pour leur transport. Mais je trouve que souvent, on les oublie quand on décide d'aller de l'avant avec certains aménagements. Puis, je le dis, mais ça, c'est la Marois citoyenne. Hein. Je me présente pas à la mairie de Montréal. Alors, c'est vraiment la Marois citoyenne. Réfléchissons aussi pour ceux qui n'ont pas le luxe de ni marcher, ni de prendre le vélo, ni de prendre l'autobus, puis qui sont vraiment confinés, littéralement, au transport adapté. Tu veux pas te présenter à la mairie de Montréal? Non, je fais autre chose maintenant. Oui, puis on va en parler, mais si tu étais mairesse de Montréal, qu'est-ce que tu ferais? Parce qu'il y a tellement à faire. Moi, là, je vais vous dire à titre de fiscaliste, ça c'est bon pour tous les ordres de gouvernement et paliers de gouvernement. À chaque fois qu'il y a un enjeu, arrêtez d'arriver avec une taxe. Ouais. J'ai l'impression qu'à chaque fois quelque chose, on nous arrive avec une taxe. Là, on gère les piscines, une taxe à la piscine. Le citoyen, il est vraiment, je vous le dis, à bout de souffle. Quand j'ai lu en fin de semaine, il y a eu plusieurs articles du Journal de Montréal, Journal de Québec sur ceux qui travaillent 2 à 3 emplois, pas pour se payer du luxe, pour arriver à flot semaine après semaine. Les gens sont essoufflés, ils n'en peuvent plus, ils sont vraiment pris à la gorge. Puis d'un point de vue fiscal, c'est pas tellement rentable d'ailleurs de cumuler des heures parce que là, l'impôt vient de chercher. Exactement. Et on perd les allocations auxquelles on avait droit. Exactement. Il faut bien faire ses calculs. Mais pas juste ça, c'est que l'être humain, en donné, quand tu sens que sur chaque dollar gagné, il y a plus la majorité qui s'en va ailleurs que pour toi-même. Qu'est-ce que ça fait? Bien, très souvent, les gens c'est là que l'évasion fiscale embarque. C'est là qu'au fond, les gens commencent à se dire, je vais travailler au noir. Comme ça, je vais garder mon argent pour moi-même. Exactement. Est-ce que les gens te parlent Marois dans l'autobus? Toujours. Ouais. Oh, qu'est-ce qu'ils te racontent? Plein d'affaires. Genre? Hier, le monsieur qui m'a parlé, lui, c'était le monsieur avec mobilité réduite, puis il me disait, merci beaucoup pour ce que vous faites. Et évidemment, il dit, est-ce que vous suivez Mme Ruski, ça clique, là? Ça n'a pas de bon sens. Personne ne se rappelle de rien. Là, c'est le vrai monde qui te parle. Puis, je rencontre aussi des enseignantes, des infirmières.
qui sont dans l'autobus. Puis eux, c'est leur charge de travail souvent. Puis ça me permet aussi de voir le non-verbal des gens. Puis, à un moment donné, je me rappellerai toujours, j'avais vraiment l'impression là, que c'est là que tu te dis, les gens travaillent énormément, sont fatigués. Ça se voit. La fin de journée, à 4 heures, là, tu vois là, que il n'y a plus rien qui rentre au poste, là, sont vidés de leur journée. Puis, ils sont dans le transport en commun, puis c'est pas tous les autobus qui sont climatisés. Puis aussi, il y en a de la climatisation, je ne l'ai pas senti hier. Mais sinon, on me parle vraiment de l'actualité. Eux autres aussi là, sont très connectés avec ce qui se passe. Puis, en ce moment, dans l'autobus, c'est pas mal ça clique. Puis le gaspillage. Le gaspillage de fonds publics. Le gaspillage, eux autres, c'est ça qu'ils disent. Nous, on paye des mots à 10 impôts, puis il y a une ponction. Hein. Eux autres, là, c'est direct. Les DAS, là, ils le voient sur leur chèque de paye. Là, comme, j'ai supposé te faire 800$. Non, t'en as fait 454. Exact. Alors, c'est fou. Tu disais que tu étais fiscaliste, tu es aussi avocate. Oui. Puis fiscaliste, tu es même membre d'un groupe de fiscalité internationale. Tu as vraiment un MBA. Oui. Beaucoup de diplômes. Tu as fait ça à partir de quel âge? J'ai été quand même assez chanceuse parce que j'ai eu d'excellents professeurs qui m'ont toujours poussée. Puis j'ai toujours été bonne, pour vrai, là, j'ai toujours été très bonne à l'école parce que j'ai une bonne mémoire. Je le dis à la blague, je suis pas intelligente, j'ai juste une excellente mémoire. À un moment donné, mon professeur de droit fiscal m'a dit, Mara, tu devrais aller faire ta maîtrise. Puis j'ai dit, oui, je pourrais la faire à maîtrise comme vous, à l'Université de Toronto. Il dit, non, va aux États-Unis. Et c'est là que j'ai décidé d'appliquer. Et à ma grande surprise, on m'a accepté. Donc, j'ai fait ma maîtrise en fiscalité internationale. Puis par la suite, mon doctorat, mais j'ai eu des bourses qui m'ont énormément aidée. Parce que ça coûte quand même très cher faire ce type d'études. Puis par la suite, je suis revenue au Québec pour m'assurer. Mais jeune, ça, quel âge t'avais? Oui, très jeune. Je suis rentrée en droit, j'ai fait droit MBA, c'est un programme unique au Québec où est-ce qu'on fait le bac et la maîtrise en même temps. Mais ça, c'est intense. C'est 9 cours par session. Là. Donc, il faut vraiment aimer l'école pour faire ça. Ne pas avoir peur de lire énormément. Non, j'ai fait ça dans ma jeune vingtaine. Là, dès que j'ai terminé mon cégep de Maisonneuve, je suis partie à l'Université de Sherbrooke, droit MBA. Par la suite, à 24 ans, j'étais aux États-Unis. Alors ça, j'étais la première diplômée en droit fiscal au pays. Oui, la première go-fille, ça a été moi, très jeune. J'étais une très jeune professeure à l'université, de mémoire la plus jeune directrice de programme aussi. Mais on a des gens mais je dis ça pourquoi j'étais chanceuse, parce que les gens qui ont cru en moi, ils m'ont laissé aussi l'espace pour faire ce que j'avais tenté de faire aussi à l'université. Là. C'est ça, tu as été professeure et co-directrice du programme d'études de 2e cycle en fiscalité à l'Université de Sherbrooke. Oui. C'est vraiment impressionnant. En plus de l'engagement communautaire, l'engagement social. Mais j'ai commencé, en fait, à l'époque, c'était au Canal Argent. On m'avait donné ma première chance pour parler de fiscalité. Puis j'étais tellement nerveuse. Puis je me rappelle encore mes tout débuts. Puis par la suite, j'avais écrit des lettres ouvertes. J'en ai publié d'ailleurs dans le Journal de Montréal, les bénéfices qui s'en vont. Mais tu as une facilité à communiquer. Là. Je comprends que Pablo Rodriguez ait décidé de te mettre en face de François Legault parce que comme chef parlementaire, tu vas avoir à te pogner un peu avec le premier ministre du Québec. Ça sera pas plate, cette rentrée qui vient d'être repoussée. Oui, mais moi, j'étais prête. J'avais hâte, pour vrai, là, moi. Qu'est-ce que t'en penses du fait d'avoir retardé le tout? Là? On sait pourquoi, là. Je comprends le pourquoi, mais il y a des limites à toujours proroger. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un remaniement ministériel la semaine prochaine. Il va y avoir des nouveaux ministres. Il nous a comme confirmé qu'il y aurait des nouveaux ministres, puisqu'il va falloir... Pourquoi? Oui, c'est que présentement, c'est que les sondages le démontrent. Là, c'est un gouvernement en perte de régime, mais surtout, la donnée la plus importante pour tout premier ministre, puis ça, c'était à l'époque Robert Bourassa qui disait, c'était l'appréciation du peuple. Quand le tiers t'aime encore, mais que le 2 tiers ne t'aime plus, c'est parce que les carottes sont pas mal cuites. Alors, essayer de gagner du temps avant la rentrée parlementaire, ne pas se faire cuisiner par nous à l'Assemblée nationale, c'est une stratégie là, qu'il peut utiliser, mais on va être prêt dans 2 semaines. Là. C'est juste, il retarde la démocratie de 2 semaines, mais on va être prêt quand même. Puis nous, on va aller travailler. Pablo l'a dit clairement hier. Nous, on va quand même se présenter à Québec. On est payé pour travailler, Isabelle. Alors, on va y aller. On va préparer nos dossiers. Puis la commission Galland continue à faire son travail. Puis c'est triste quand même quand on l'écoute, parce que j'ai pas l'impression que les gens réalisent que l'argent dont ils parlent, c'est de l'argent sonnant et non pas de l'argent de Monopoly. Non, tout à fait. Mais tu sais, on pourrait parler longtemps de Nordvolt. Oh, ben oui. 750 millions. Et si j'ajoute les intérêts, 760 millions de dollars d'argent québécois. Mais comme fiscaliste, justement, quand tu regardes ça, et comme avocate, parce qu'il y a une notion de contrat puis de négociation là-dedans aussi,
est-ce qu'on a été vraiment... Moi, je le dis depuis le début, là, puis moi, je n'ai qu'un MBA, je n'ai pas un diplôme en droit. Quand même. Mais, tu sais, mais je suis entrepreneur depuis très jeune, depuis très longtemps. Et votre fille qui commence aussi? Et mes filles sont en... Ouais, exactement. Alors, tu regardes ça, puis tu te dis, on peut pas gérer nos PME comme ça. On pourrait jamais gérer nos PME comme ça. Et les PME, depuis des années, le demandent d'avoir de l'aide. Et on se trompe souvent en disant, on donne tellement d'aide aux entreprises au Québec. Non, non, non. De l'aide aux multinationales qui, à la rigueur, pourraient s'en passer allègrement. Mais est-ce que c'est bien le rôle du gouvernement du Québec ou du Canada? Le Canada a moins pris de chance avec Nordvolt. Ils n'ont pas été aussi généreux. Mais est-ce que c'est le rôle, Marois Risky, du gouvernement d'investir? Je veux dire, les libéraux l'ont fait aussi, là, d'investir à ce point dans des entreprises qui ont quand même des moyens importants. Il y a toujours bien des limites à payer les jobs. Tu parlais d'argent sonnant, c'est ça. Là. Quand tu investis des milliards, tu finis par la payer, la job du monde. Ça dépend dans quel secteur. Et ceux qu'on veut absolument conserver notre expertise, par exemple en aéronautique, le Québec, on est 3e mondial. Je dis pas le Canada, le Québec, on est 3e mondial. Puis moi, à Saint-Laurent, je les ai chez moi, le Bombardier, CAE. Bombardier, c'est plus québécois. Là. Non, moi je sais, mais à l'époque, on a c'est Airbus maintenant. Oui, vous avez raison, mais à l'époque, on avait quelque chose de chez nous, puis l'aéronautique, cette expertise des travailleurs spécialisés, ça, c'est vraiment des emplois à plus de 100 000 $. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, dans les secteurs qu'on veut protéger, il faut le faire. Mais dans d'autres secteurs, ce n'est pas à nous d'aider une jeune pousse suédoise que son propre gouvernement ne veut pas aider. Pourquoi que nous, on s'est embarqués là-dedans alors que tous les indicateurs étaient déjà, dès le départ, étaient au jaune. Là. Il y avait déjà des rapports qui disaient que financièrement, ce n'était pas tenable. Leur propre gouvernement ne veut pas mettre une scène là-dedans. Et Ottawa, eux, on dit, on va vous aider. Quand il y aura déjà de la production de batteries. Exactement. Ouais. Alors, Ottawa n'a rien perdu et nous, on laisse 750 millions de $. On nous dit oui, mais il va y avoir le terrain. Est-ce que vous y croyez, vous, que... Terrain. Parlons de terrain. Ouais. Moi, cette semaine, parce qu'on parle de 750 millions de $, mais des fois, les petits montants nous donnent une bonne indication de comment on est géré au Québec. On parlait de Christine Fréchette parlait de 250, 260 pour le terrain. Ça, c'est juste pour mélanger le monde. Là. Le vrai chiffre, 750 millions, puis je peux tout vous ventiler comme il faut. Là. Ben oui, non? Alors, il y a un 200 millions de $, c'est un prêt à la... Il y a un autre 200 millions de $ que ça va être avec la Caisse de dépôt et placement. Il y a le terrain, 240 millions qu'on a payé pour un terrain, là. 240, 260, hein? Qu'à l'époque, eux avaient payé de mémoire, les entrepreneurs avaient payé 20 millions. Nous, on l'a payé 240 millions environ. Donc, tout ça ensemble, combiné avec les intérêts pour le prêt, on est à 760 millions au total. Le Journal de Montréal avait mis clairement les montants pour démêler tout le monde, parce que là-dessus, je leur donne, ils sont très bons à la CAQ pour mêler les gens avec les chiffres. Le vrai montant, c'est 760 millions, avec un astérix à savoir, est-ce qu'on va être capable de reprendre l'argent qui est un prêt, parce qu'on dit qu'on va être créancier, ils sont devant les tribunaux pour aller récupérer cet argent-là. Le terrain, Luc Poirier dit qu'il va mettre des conditions si jamais on veut le racheter, s'il veut le racheter, lui-même. Alors, c'est à voir comment on va être capable de s'en sortir avec essayer de récupérer le minimum de billes. Nordvolt, mais il y a Lyon, il y a Lyon, il y en a plusieurs. On commence à avoir... volantes, Flying Wheels. Exact, Flying Wheels. Le terrain, ça, là. Oui, les baleines volantes. Les baleines volantes. Oui, mais je veux revenir à l'histoire de terrain. Cette semaine, on a vu que l'ancien hôpital La Miséricorde, qui a été vendu par le gouvernement du Québec il y a à peine 3 mois pour 6 millions, l'entrepreneur se tourne, le vend à Hydro-Québec pour 15 millions. Je comprends que Hydro-Québec, c'est une société d'État, mais c'est la même poche, c'est encore nous autres. On a un terrain qu'on a nous-mêmes vendu ça m'a échappé, à un entrepreneur. Oui, c'était dans les nouvelles. Et là, c'est pour ça que je dis, tu sais, des fois, les petits montants, ça donne encore un plus grand regard sur comment on est mal géré. Mais c'est épouvantable. 3 mois, 10 millions de $ de profit. Et je pense que là, il y a Jean-Marc Léger, le sondeur bien connu, qui est allé parler devant les libéraux fédéraux de Mark Carney, qui voulait savoir qu'est-ce que les Canadiens estiment être prioritaire. Et c'est plus Trump et les tarifs là, qui semblent occuper les gens. Les gens se préoccupent de combien il va leur rester dans leur poche, le coût de la vie, qui est devenu insoutenable pour plusieurs. Là, on faisait référence tout à l'heure là, à des gens qui cumulent les emplois, mais il y a des gens qui n'arrivent pas encore à se loger. Il y a plusieurs centaines de familles là, qui n'ont toujours pas trouvé de logement là, depuis le 1er juillet. Les gens, donc, regardent ça puis se disent, parlez-nous du coût de la vie et prenez des mesures pour le coût de la vie. Mais c'est la même chose. C'est les Québécois là, qui disent ça aussi. Là. Les Québécois disent ça. Là.
Québécois qui ont quand même contribué à élire le gouvernement de ce banquier dépensier qui doit aujourd'hui nous parler d'austérité. C'est quand même fascinant, non, tout ça? Bien, j'ai hâte de voir le plan parce qu'il dit austérité et investissement. Généralement, les deux vont pas. Oui. Mais c'est difficile, mais peut-être, je vais laisser la chance au coureur quand même parce qu'il était quand même l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, mais aussi de Londres, qui est une grande banque. Alors, j'ai hâte de voir. Mais peut-être que tu touches pas à terre quand tu es rendu à ces postes-là. Peut-être que tu es loin des gens. Tu sais, toi, tu prends l'autobus, tu parles aux gens. Mais c'est important de. Mais moi, je reviens à la base. Par exemple, tantôt, on parlait de Montréal. Ouais. Pourquoi que ça prend autant de temps pour les entrepreneurs, les développeurs immobiliers d'avoir leur permis? Pourquoi que c'est la maison des fous qui nous disent? Pourquoi qu'à chaque fois, ils tournent en rond? Pourquoi que dans d'autres endroits, là, par exemple, je sais que dans les Laurentides, les bases Laurentides, ils peuvent plus construire parce qu'il y a un enjeu d'eau potable. Ouais. Alors, tu te dis, OK, on sait c'est quoi l'enjeu. Ils ont des terrains, ils peuvent construire, mais on n'est pas capable de leur fournir de l'eau potable. Travaillons là-dessus. Ouais. Pourquoi qu'au Québec, on a de super de beaux lacs, mais qui commencent déjà, là, on le voit, là, avoir moins d'eau. Là, on dit, moi, je le vois d'avance. Là, c'est clair dans ma tête. Mais là, moi, je dis la même chose que tout le monde. Là. Alors, je me dis, les décideurs, là, c'est pas compliqué. Là. En donné, il faut s'aligner tout le monde. Mais il faut aussi qu'on arrête de dire, c'est le travail d'un ci, c'est le travail de l'autre. Que, peu importe où est-ce que moi, je paye mes taxes et mes impôts, ça va revenir au même endroit. C'est-à-dire l'État. Exact. Dans son ensemble. Il faut que les gens soient conscients de ça. Quand une municipalité ajoute un frais ou une taxe, appelez ça comme vous voulez, c'est encore le même citoyen, c'est encore la même poche qui paye. Et ça, il faut que tout le monde en prenne conscience. Je suis sûre que mes auditeurs et auditrices aiment beaucoup vous entendre, Marois Risky, parce que c'est ça, là, le nerf de la guerre. Fred? Oui, ben, on reçoit plein de commentaires. Là. Bon, plusieurs auditeurs aussi qui partagent son indignation sur le stationnement à Montréal, Isabelle, les panneaux, etc. Mais il y a Yannick qui est plein d'espoir. Hein. Il dit « Je suis technicien de la route, je suis d'accord avec vous, mais je réussis toujours à trouver une place. Il faut être patient. » Alors, Yannick qui est plein d'espoir. Sinon, Stéphane de Saint-Jean aussi qui rappelle, il dit « Isabelle, Bombardier, c'est québécois. Les Global et les Challenger sont des avions reconnus à travers le monde. » Il dit « Stéphane, je suis un retraité de Bombardier. » Donc, je pense que c'est important pour lui de le mentionner. Et bon, plusieurs points soulevés par Marois là, qui résonnent auprès de nos auditeurs. Mais il y a Éric Larive-Sud qui dit elle présente de bons points, mais selon lui, c'est le même parti au fédéral qui a mis le pays dans la Alors, qu'est-ce qu'on pense de ça, Marois? Là? Comment est-ce qu'on voit les cousins là, du libéral au fédéral puis au provincial? J'aime ça comment c'est formé, les cousins. Oui. Ben, c'est sûr qu'il y a eu des dépenses importantes qui ont été engagées, on ne peut pas le nier. Par suite, il y a eu une élection, puis les Québécois ont décidé majoritairement pour voter pour le Parti libéral du Canada et de faire confiance à un homme qui a déjà dirigé je veux dire la politique. De grandes institutions. Oui, mais aussi la politique monétaire. C'est quand même assez important. Mais je pense que c'est Trump et les tarifs là, qui venaient intervenir. Pas juste, moi, j'en ai la certitude. Ben oui. J'en ai la certitude parce qu'on est en pleine menace, non seulement de guerre tarifaire, mais pire, d'annexion. Moi, c'est ça. D'annexion. Là. Donc, nos voisins du Sud veulent nous annexer. Puis, quand Trump, des fois, dit une chose, les gens pensent des fois c'est des blagues, mais non, après ça, on se rend compte qu'il revient à la charge sur le même sujet. Donc, on a en ce moment beaucoup d'intempéries économiques devant nous, donc ça prend de la stabilité. Est-ce qu'on aurait été mieux desservi par Poilievre? Permettez-moi d'en douter. Oui. Il y a un très bon article d'ailleurs d'un journaliste torontois aujourd'hui dans le New York Times qui dit quel est le sentiment canadien envers les Américains, si vous avez l'occasion de lire ça. On revient tout de suite après avec vos commentaires et aussi parce qu'on va aborder le sujet d'un documentaire. Marois Risky, mon invité, vous disait qu'elle était citoyenne avant d'être n'importe quoi d'autre et elle est beaucoup de choses. Elle va quitter la politique, elle l'a annoncé, ça a quand même créé un certain émoi et c'est dommage parce qu'à la lumière de tout ce que vous nous dites, on aimerait ça que vous restiez quand même. Mais elle s'est intéressée à ce qu'on appelle l'écart silencieux. On vous explique ce que c'est tout de suite après.